Une poubelle, un essuie-tout et 5 minutes suffisent. 10 jours plus tard, vous récoltez des légumes verts contenant 40 fois plus de nutriments que tous les aliments de votre réfrigérateur. Sans terre, sans jardin, sans soleil. La NASA les cultive actuellement à bord de la Station spatiale internationale. L'université Johns Hopkins a découvert qu'ils contiennent un composé susceptible de réduire de moitié le risque de cancer. Les restaurants les vendent 50 $ la livre. On peut en cultiver à volonté pour le prix d'un sachet de graines. Deux choses expliquent pourquoi presque personne ne le fait chez soi. D'une part, une idée reçue tenace sur ce qu'est l'agriculture. D'autre part, une industrie qui prospère en exploitant la croyance que les produits frais nécessitent des terres, des saisons et des circuits courts. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment, en 5 minutes seulement, transformer n'importe quel récipient en véritable usine à nutriments. Mais d'abord, il est essentiel de comprendre ce qui se cachait dans ces minuscules feuilles et pourquoi le gouvernement américain a mis plus de 10 ans à vous le révéler. Bienvenue sur Forbidden Roots. Nous avons exploré de nombreuses sources. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans un supermarché, le regard fixé sur des légumes verts flétris, importés de l'autre bout du monde, en vous disant qu'il devait exister une meilleure solution, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui changera à jamais votre vision de l'alimentation. Il existe une catégorie de plantes si riches en nutriments, si incroyablement faciles à cultiver et si rapides à récolter, qu'elle rend tout le reste de l'agriculture moderne presque ridicule. On les appelle les micro-pousses. Leur histoire passée d'un ingrédient secret de chef à une priorité de recherche de la NASA, puis à la méthode de culture domestique la plus confidentielle du monde occidental, est l'une des plus étranges histoires culinaires que vous n'ayez jamais entendues. C'est là que ça devient étrange. En 1982, dans les cuisines d'un des restaurants les plus réputés de San Francisco, un chef commit une erreur qui allait discrètement bouleverser notre perception des légumes. Craig Hartman, qui travaillait au mythique Cliff House, surplombant l'océan Pacifique, avait demandé à son producteur local de lui livrer des jeunes pousses, ces petites feuilles tendres destinées à garnir les assiettes de l'un des restaurants les plus chics de la ville. Mais il y a eu un malentendu. Ce qui est arrivé n'était pas de jeunes pousses, mais des semis, de minuscules plants d'à peine 2 cm de haut, chacun étant une version miniature du légume adulte qu'il aurait dû devenir. Les tiges étaient fines comme du fil. Les feuilles étaient plus petites qu'un ongle. La plupart des chefs les auraient renvoyées. Hartman en goûta un. La saveur le frappa d'une manière inattendue, concentrée, intense. Une simple feuille de radis miniature était plus piquante qu'un radis adulte. Un minuscule plant de basilic exhalait plus d'arômes qu'une branche entière de la plante adulte. C'était comme si l'on avait concentré la saveur du légume adulte dans un grain de la taille d'un ongle. Hartman comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une découverte. En quelques semaines, il plaçait ses jeunes pousses sur toutes les assiettes qui sortèrent de sa cuisine. Les clients le remarquèrent. Ils ne parvenaient pas à identifier la différence, mais ces plats avaient un goût plus vivant que tout ce qu'ils avaient mangé auparavant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu de la restauration à San Francisco. Au milieu des années 1980, les chefs de toute la Californie réclamaient ces mystérieuses petites plantes. Alice Waters, du restaurant Chez Panisse à Berkeley, celle qui a quasiment inventé le mouvement de la ferme à la table aux États-Unis, commença à les expérimenter. Personne ne leur avait encore donné de nom officiel. On les appelait simplement micro-pousses. Les producteurs du sud de la Californie ont lancé leur production commerciale au milieu des années 1990. Au départ, il n'existait qu'une poignée de variétés: roquette, basilic, betterave, chou cale, coriandre et un mélange coloré appelé arc-en-ciel. Elles étaient magnifiques. Les chefs les adoraient.
Les clients payaient des prix exorbitants, sans en connaître la raison. Or, pendant les 20 premières années de leur existence, on a cru que les micro-pousses n'étaient qu'un élément décoratif, une jolie garniture, une touche de couleur dans une assiette raffinée. Personne ne s'est posé la question qui s'imposait. Que renferment réellement ces minuscules feuilles? Cette question est restée sans réponse jusqu'en 2012, lorsque le ministère de l'Agriculture des États-Unis a décidé de mener l'enquête. Et leur découverte aurait fait la une des journaux dans n'importe quel monde rationnel. Jenley Chia et Jean Lester, chercheurs à l'Université du Maryland et au service de recherche agricole du département américain de l'agriculture, USDA, ont conçu une expérience qui paraît d'une simplicité presque risible avec le recul. Ils ont acheté 25 variétés de micro-pousses cultivées commercialement. Choux rouges, coriandre, amaranth, radis vert daikon, céleri, roquette et une vingtaine d'autres légumes. Les chercheurs ont ensuite mesuré les concentrations de vitamines et d'antioxydants dans ces jeunes plants et les ont comparées aux données correspondantes pour les plantes adultes, issues de la base de données nationale sur les nutriments du département américain de l'agriculture, USDA. Les résultats ont été publiés dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry en août 2012. Ils auraient dû tout changer. Les micro-pousses de codaline, ces toutes premières feuilles qui apparaissent à la germination, ont une densité nutritionnelle considérablement supérieure à celle des feuilles adultes de la même espèce. Pas légèrement supérieure, pas modestement supérieure. La concentration était de 4 à 40 fois plus élevée. Je le répète, car cela paraît incroyable. Une jeune pousse de chou rouge de 2,5 cm de haut, récoltée 10 jours après la plantation, contenait 40 fois plus de vitamine E qu'un chou rouge adulte. Cette même jeune pousse de chou rouge contenait 6 fois plus de vitamine C et 69 fois plus de vitamine K que le chou adulte. Les jeunes pousses de coriandre présentaient la plus forte concentration de caroténoïdes, ces antioxydants qui protègent les yeux et luttent contre les dommages cellulaires. Les jeunes pousses de radis vert daikon présentaient les taux de vitamine E les plus élevés parmi tous les échantillons testés. Les jeunes pousses d'amarante grenat étaient les plus riches en vitamine K. 4 des 25 variétés testées affichaient des taux de vitamine K comparables à ceux des épinards adultes, considérés comme la référence en la matière. 18 des 25 variétés présentaient des teneurs en vitamine K égales ou supérieures à celles du brocoli. Et il ne s'agissait pas d'une étude marginale menée par un laboratoire inconnu. C'était le département de l'agriculture des États-Unis et une grande université de recherche qui publiait leurs résultats dans l'une des revues scientifiques alimentaires les plus prestigieuses au monde. Les chercheurs eux-mêmes semblaient surpris par leur découverte. Jen Lelei Xiao, l'étudiante diplômée qui a goûté chacune des 25 variétés au cours de l'étude, a déclaré plus tard à l'Université du Maryland que la plupart d'entre elles étaient remarquablement savoureuses. Elle recommandait de les ajouter aux sandwichs, soupes et salades, soulignant qu'elles rehaussent considérablement le goût des aliments. Mais voici un détail souvent négligé. Les chercheurs ont également constaté que les vrilles de pois dorés cultivées dans l'obscurité totale présentaient des concentrations en vitamines et en caroténoïdes nettement inférieures. Les plantes cultivées à la lumière, quant à elles, affichaient des taux de nutriments bien plus élevés. La lumière a été l'élément déclencheur. Elle a activé quelque chose à l'intérieur du jeune plant que l'obscurité ne pouvait pas. Cela signifie que le simple fait de déplacer votre plateau de l'obscurité à la lumière, ce qui ne prend que 3 secondes, est l'interrupteur qui transforme un plant ordinaire en un concentré de nutriments. 3 secondes de votre temps, 40 fois plus de vitamines. Et c'est là que ça devient étrange. Cette étude a été publiée en 2012. Elle a fait brièvement parler d'elle sur NPR et le Huffington Post. Puis, elle a quasiment disparu du débat public. Aucune grande entreprise agroalimentaire n'a reformulé ses produits. Aucun programme nutritionnel gouvernemental
n'a recommandé les micro-pousses. Aucune initiative concernant les repas scolaires n'en a intégré. La découverte nutritionnelle la plus importante de la décennie s'est faite discrètement, sans faire grand bruit. Mais les recherches n'ont pas cessé pour autant. Elles se sont accélérées, et la découverte suivante fut encore plus majeure. À l'université Johns Hopkins de Baltimore, un pharmacologue du nom de Paul Thal menait des recherches inhabituelles depuis la fin des années 1980. Alors que la plupart des chercheurs en cancérologie se concentraient sur le traitement des tumeurs une fois apparues, Thal était obsédé par la prévention. Il partait du principe que les plantes, au cours de millions d'années d'évolution, avaient développé des composés chimiques pour se protéger des dommages à l'ADN et des maladies. S'ils parvenaient à isoler ces composés, peut-être que les humains pourraient eux aussi les utiliser. En 1991, Taley envoya un chercheur postdoctoral, nommé Yu Changjiang, au marché Northeast de Baltimore avec un billet de $20 et pour instruction de rapporter divers légumes. Zhenang rapporta notamment du brocoli. L'analyse révéla des niveaux anormalement élevés d'un composé appelé sulfurane. Ce composé déclencha les enzymes de détoxification de phase 2 de l'organisme, le mécanisme moléculaire utilisé par les cellules pour neutraliser les substances cancérigènes avant qu'elles n'endommagent l'ADN. La découverte fit la une du New York Times en 1992. Popular Mechanics la classa parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle. Mais c'est la suite qui importe pour notre propos. En 1994, Jed Fahey, collègue de Thalet, physiologiste végétal et directeur du laboratoire de chimioprotection des brassicacées à Hopkins, entreprit une expérience inédite. Il a analysé des germes et des micro-pousses de brocoli plutôt que la plante adulte. Ces découvertes ont encore des répercussions dans la recherche sur le cancer aujourd'hui. Les germes de brocoli âgés de 3 jours contiennent systématiquement 20 à 50 fois plus de sulforaphane que les têtes de brocoli adultes, soit 20 à 50 fois plus dans une minuscule plantule que vous pourriez faire pousser sur le plan de travail de votre cuisine en une semaine. Phi a administré des extraits de germes de brocoli à des rats, puis les a exposés à un cancérogène connu. Les rats ayant reçu les extraits de germes ont développé moins de tumeurs. Celles-ci étaient plus petites et ont mis plus de temps à apparaître. Des essais cliniques ultérieurs menés en Chine ont montré que le sulforaphane contenu dans les germes de brocoli augmentait l'excrétion de benzène, un cancérogène connu présent dans la fumée de tabac, jusqu'à 61%. Les recherches se sont étendues à l'autisme, la schizophrénie, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies hépatiques et même la protection contre la pollution atmosphérique. Comme l'a déclaré Thal lui-même dans un communiqué de presse de l'université Johns Hopkins, les germes de brocoli et les micro-pousses pourraient constituer un moyen alimentaire simple de réduire chimiquement le risque de cancer. Une solution simple pour un régime alimentaire optimal, à cultiver chez soi pour une somme modique. Mais voici ce qui devrait vous inquiéter. Cette découverte date de 1997, il y a près de 30 ans. Une équipe d'une des institutions médicales les plus prestigieuses au monde a découvert qu'une plante que l'on peut cultiver dans une boîte à chaussures contient l'un des composés anticancéreux les plus puissants jamais identifiés. Et pourtant, entrez dans n'importe quel supermarché américain aujourd'hui et comptez le nombre de personnes qui achètent des micro-pousses de brocoli. Vous n'aurez pas besoin de vos 2 mains. Vous trouverez plutôt des rayons entiers d'aliments transformés, de compléments alimentaires en bouteilles plastiques et de fruits et légumes qui ont parcouru en moyenne 2400 km pour arriver dans votre caddie, leurs nutriments se dégradant à chaque heure de transport. Le rayon micro-pouce, s'il existe, est minuscule et vendu à prix d'or. Comment en est-on arrivé là? La réponse est surprenante. Point de complot occulte, point de note secrète de l'industrie de la laitue. La suppression est structurelle, économique et culturelle. Et d'une certaine manière, cela ne fait qu'aggraver les choses. Voici le premier problème.
Pour la plupart des gens, les micro-pousses ne ressemblent pas à des aliments. Depuis notre enfance, on nous a appris que l'agriculture rime avec vastes étendues de terres cultivées, hautes tiges de maïs et champs à perte de vue. Une plante que l'on récolte à 2,5 cm de hauteur, dans un plateau en plastique rangé dans son placard, ne correspond pas à cette image mentale. La culture de micro-pousses à domicile ne se prête pas aux subventions agricoles. Elle ne nécessite pas le matériel vendu par les entreprises agricoles, ni les engrais, pesticides et herbicides, qui représentent des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Chaque dollar investi dans la culture de micro-pousses chez soi est un dollar qui n'entre pas dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire industrielle. Voici le deuxième problème. Les micro-pousses sont trop faciles à cultiver. Elles contredisent toutes les idées reçues des consommateurs modernes sur la complexité de la production alimentaire. On ne peut pas breveter une graine de radis. On ne peut pas créer un système d'abonnement pour un essuie-tout et de l'eau du robinet. On ne peut pas construire un réseau logistique à 1 milliard de dollars pour livrer un produit qui pousse plus vite que votre colis Amazon n'arrive. La simplicité est la menace. Quand les aliments dont on a besoin coûtent une misère à produire et que leur culture ne prend que quelques jours au lieu de plusieurs mois, tout le modèle économique de l'agriculture industrielle paraît absurde. Voici le troisième problème. Les micro-pousses fraîches sont très périssables. Elles se conservent de 5 à 10 jours au réfrigérateur. On ne peut pas les expédier à l'échelle mondiale, comme le bœuf congelé ou les légumes en conserve. Le modèle économique de l'alimentation moderne repose sur des produits qui peuvent être stockés, transportés et vendus des semaines, voire des mois après leur production. Un aliment qu'il est préférable de consommer le jour même de sa récolte favorise naturellement le producteur plutôt que la multinationale. On retrouve ce même schéma structurel avec les champignons, les lentilles d'eau et tous les aliments qui menacent de réduire la distance entre producteurs et consommateurs. Le système n'a pas besoin de le réprimer activement. Il ignore simplement ce dont il ne tire aucun profit. Et les consommateurs n'apprennent jamais ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Prenons un exemple. Une famille américaine moyenne dépense environ 300 dollars par mois en courses. Une part importante de cette somme est consacrée à des produits récoltés il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et qui perdent donc leurs nutriments heure après heure. Un seul plateau de 25,50 cm de micro-pousses coûte environ 2 dollars en graines et produit des pousses plus riches en vitamines qu'un sachet de salade composé du commerce à 20 dollars. Cultiver 10 plateaux par mois pour 20 dollars de graines permet d'obtenir une quantité de nutriments plus concentrée que ce que la plupart des familles consomment en un an. Le rapport coût-bénéfice est tellement avantageux qu'il semble absurde, et pourtant, il ne l'est pas. Voilà pourquoi on ne vous a jamais appris cela. Quand les calculs sont aussi clairement en faveur du consommateur, aucune entreprise n'a intérêt à le crier sur tous les toits. Mais certains refusent d'être ignorés. Pendant que la science nutritionnelle dévoilait la composition des micro-pousses, un autre événement se déroulait à 400 km au-dessus de la Terre. Le 7 mai 2014, la NASA a installé une petite chambre de culture appelée Veggie à bord de la Station spatiale internationale. Elle avait à peu près la taille d'une valise cabine. La mission était simple: trouver comment cultiver des aliments frais dans l'espace. Car lors d'une mission sur Mars, qui dure des années, les vitamines contenues dans les aliments préemballés se dégradent et les astronautes ont besoin de nutriments frais qu'aucun repas lyophilisé ne peut leur fournir. En 2015, des astronautes ont récolté et consommé de la laitue romaine rouge cultivée entièrement en orbite. C'était le premier aliment frais jamais consommé dans l'espace qui n'avait pas été apporté de la Terre. L'astronaute Scott Kelly a décrit cet événement comme un grand pas vers Mars. Depuis, l'équipage a cultivé du chou chinois, de la moutarde Mizuna, du pak choi, des radis et de la moutarde wasabi, cultivés spécifiquement comme micro-pousses et récoltés après seulement 10 jours. Mais la percée a eu lieu
lorsque Goya Massa, scientifique du projet à la NASA, et son équipe se sont entièrement consacrés aux micro-pousses. Son constat était sans appel. Les micro-pousses ont une densité nutritionnelle 4 à 10 fois supérieure à celle d'une plante adulte. Pour les voyages spatiaux, où chaque gramme de charge utile compte et où chaque centimètre carré de surface de culture est précieux, les micro-pousses offraient une valeur nutritive par unité d'espace et de temps supérieure à celle de toutes les autres cultures testées par la NASA. Voici la partie qui fait le lien avec votre cuisine. La technologie d'éclairage LED pour la culture de micro-pousses en intérieur a été initialement développée par la NASA. En 1990, la NASA a financé des recherches à l'Université du Wisconsin sur l'utilisation de diodes électroluminescentes pour la culture des plantes. Ces recherches se sont poursuivies au Centre spatial Kennedy tout au long des années 2000. Les lampes de culture LED qui pullulent aujourd'hui dans les entrepôts, les placards et les garages des cultivateurs de micro-pousses du monde entier existent parce que la NASA avait besoin de cultiver des aliments dans une boîte de conserve en orbite autour de la Terre à 28 000 km/h. Cette technologie a été conçue pour l'espace. Elle fonctionne tout aussi bien dans une poubelle de votre appartement. Pensez-y un instant. Les mêmes technologies qui permettent aux astronautes de survivre à 400 km d'altitude sont disponibles dans votre quincaillerie du coin pour une douzaine d'euros. Une technologie conçue pour assurer la survie humaine lors d'un voyage vers Mars se trouve sur une étagère, entre le ruban adhésif et les rallonges électriques. Personne ne vous a dit de l'acheter pour cultiver des légumes, car personne n'en profite. Je vous ai promis la méthode en 5 étapes. Voici comment procéder. Avant de commencer, il est important que vous compreniez quelque chose. Ce que je vais décrire vous semblera peut-être très simple. Vous penserez peut-être que j'omets des étapes, mais ce n'est pas le cas. Cette méthode fonctionne car la graine contient déjà tout ce dont la plante a besoin pour sa première phase de développement. Vous ne faites pas pousser une plante adulte. Vous ne pratiquez pas l'agriculture. Vous libérez les nutriments déjà stockés dans la graine, comme une batterie stocke l'énergie. Il vous suffit d'ajouter de l'eau, un support et un peu de lumière. Voici ce dont vous avez besoin. Un récipient peu profond. Les producteurs professionnels utilisent généralement un plateau de semis standard de 25 x 57, mais n'importe quel récipient fera l'affaire. Un plat à four, une boîte à emporter, percée de trous au fond, une barquette en plastique recyclé du supermarché, un couvercle de poubelle retourné. 5 à 7,5 cm de profondeur suffisent. Ensuite, il vous faut un support de culture, pas de terre. Un tapis de chanvre découpé aux dimensions de votre récipient est la solution la plus propre. Vous pouvez en commander en ligne pour environ 1 euro pièce. La fibre de coco est idéale. Un essuie-tout plié peut dépanner. Un morceau de toile de jute, même une fine couche de carton déchiqueté. Le substrat doit simplement retenir l'humidité et offrir aux jeunes racines un support. Troisièmement, les graines. C'est là que vous dépenserez le plus d'argent. Et ce n'est pas une grosse somme. Un sachet de graines de micro-pousses de brocoli coûte entre 3 et 5 dollars et permet de remplir plusieurs plateaux. Les graines de radis sont parmi les moins chères et les plus rapides à germer. Prêtes en 7 jours, elles offrent un croquant piquant et légèrement poivré. Les graines de tournesol produisent des micro-pousses robustes au goût de noisette. Les pousses de pois donnent des jeunes pousses tendres et sucrées que les enfants adorent. Achetez des graines spécifiquement conçues pour la culture de micro-pousses ou la germination et assurez-vous qu'elles n'ont pas été traitées avec des fongicides. Enfin, arrosez. L'eau du robinet filtré convient parfaitement. Si elle est fortement chlorée, laissez-la reposer une nuit dans un récipient ouvert ou ajoutez une goutte de conditionneur d'eau disponible en animalerie. Cinquièmement, la lumière. Et voici la partie qui surprend tout le monde. Les micro-pousses n'ont pas besoin de lumière directe du soleil. N'importe quelle source de lumière fera l'affaire.
Une lampe LED bon marché achetée en quincaillerie, une lampe de bureau ou un rebord de fenêtre bénéficiant d'une lumière indirecte. Même la lumière ambiante d'une pièce bien éclairée suffit pour certaines variétés. Les producteurs professionnels utilisent des panneaux LED dédiés, mais vous n'en avez pas besoin pour débuter. Voici comment procéder. Imbibez votre substrat de culture jusqu'à ce qu'il soit bien humide sans être détrempé. Étalez-le à plat dans votre récipient. Semez vos graines densément à la surface. Pour la plupart des variétés, il faut semer les graines très serrées, presque en contact. Contrairement à un jardin où l'on espace les plants, la densité est essentielle. Vaporisez légèrement les graines. Recouvrez ensuite le plateau. Utilisez un autre plateau retourné, un morceau de carton ou une serviette foncée. C'est la phase d'obscurité. Pendant 3 à 5 jours, les graines germent à l'obscurité. Cela oblige les jeunes pousses à s'étioler pour capter la lumière, ce qui permet d'obtenir des micro-pousses plus hautes et plus faciles à récolter. Vaporisez 1 ou 2 fois par jour durant cette phase. Au bout de 3 à 5 jours, découvrez le plateau. Les jeunes pousses seront jaune pâle. Elles n'ont pas encore vu la lumière. C'est normal et même souhaitable. Exposez-les maintenant à votre source lumineuse. En 24 à 48 heures, un phénomène presque magique se produit. Les jeunes pousses jaune pâle deviennent d'un vert éclatant. La chlorophylle s'active. La photosynthèse commence. Vous assistez littéralement à l'éveil de la vie. Continuez à vaporiser ou à arroser par le bas pendant 4 à 7 jours supplémentaires. Lorsque les cotylédons, les premières petites feuilles, sont complètement ouverts et d'une belle couleur vive, vos micro-pousses sont prêtes. Munissez-vous de ciseaux bien aiguisés et coupez-les juste au-dessus de leur surface de croissance. Rincez-les délicatement et consommez-les immédiatement ou conservez-les dans un récipient avec du papier absorbant au réfrigérateur pendant 5 à 10 jours. Voici ce qui se passera la première fois que vous ferez cela, et je le pense sincèrement. Vous aurez l'impression d'avoir triché. Vous contemplerez un plateau de légumes verts éclatants, qui n'existait pas il y a 10 jours, et vous vous direz « C'est impossible que des aliments aussi beaux, aussi vivants, aussi riches en nutriments, aient poussé à partir d'un essuie-tout dans votre placard. » Mais c'est le cas, et le goût le confirmera. Les jeunes pousses fraîches, dégustées quelques secondes après la récolte, offrent une fraîcheur et une intensité incomparables. C'est la différence entre une tomate de votre jardin et une tomate importée de l'autre bout du pays. Multipliez cette différence par 10. Voilà le goût des jeunes pousses fraîches. Voilà tout le processus. De la graine à la récolte en 7 à 14 jours. Un plateau produit 110 à 170 grammes de micro-pousses. Avec des prix en supermarché de 25 à 50 $ la livre, environ 25 à 50 € la kilo, vous venez de cultiver pour 8 à 20 $ de nourriture dans un espace plus petit qu'un ordinateur portable. Sans terre, avec un minimum d'eau et une source lumineuse dont le coût d'utilisation est minime. Imaginez maintenant une installation plus grande. 4 plateaux empilés verticalement sur une simple étagère métallique dans un placard. Semez en échelonnant les plantations, en commençant un nouveau plateau tous les 3 jours. En 2 semaines, vous récoltez en continu. Des micro-pousses fraîches à profusion, une seule étagère, une lampe bon marché, quelques sachets de graines. C'est tout. Voici un chiffre qui permet de se faire une idée. Les producteurs commerciaux de micro-pousses utilisant des systèmes de culture verticale dans un espace de seulement 5,5 m², soit environ la taille d'un dressing, produisent 22,7 kg de micro-pousses toutes les 2 semaines. À 20 $ la livre, environ 50 €, cela représente 1000 $ de nourriture toutes les 2 semaines, dans un espace que la plupart des gens utilisent pour entreposer de vieux manteaux. Certains cultivateurs urbains de Brooklyn, Portland et Austin gèrent des entreprises de micro-pousses à temps plein depuis des chambres d'amis ou des garages et gagnent un chiffre d'affaires
à 6 chiffres par an. La culture de micro-pousses à domicile offre des marges bénéficiaires de 40 à 60%. À titre de comparaison, en agriculture conventionnelle, ces marges restent souvent inférieures à 10%. Mais au-delà de l'aspect financier, pensez plutôt à ce que cela représente pour votre famille. Vous récoltez des micro-pousses, 4 à 40 fois plus riches en nutriments que tous les fruits et légumes du commerce. Des légumes verts, cueillis à 0,5 secondes avant d'arriver dans votre assiette. Sans résidus de pesticides, sans chaîne d'approvisionnement de 2 semaines, sans dégradation des nutriments dus au stockage frigorifique et au transport longue distance. Vous maîtrisez tout. Et les variétés que vous pouvez cultiver chez vous feraient pâlir d'envie un grand chef. Des micro-pousses de brocoli gorgées de sulforaphane, ce composé anticancéreux issu des recherches de l'université Johns Hopkins. Une seule portion de jeunes pousses de brocoli apporte plus de ce composé que 900 grammes de brocolis adultes consommés en une semaine. Les jeunes pousses de radis, avec leur saveur poivrée, rehaussent n'importe quel sandwich. Elles sont également les plus rapides à préparer. Prêtes en seulement 7 jours, elles vous permettent de passer de la graine à l'assiette en un temps record, bien plus court que le temps qu'il faut à la plupart des gens pour regarder une série Netflix. Des micro-pousses de tournesol au croquant savoureux et légèrement noisetté, dont les enfants raffolent. Des micro-pousses de pois au goût de pois gourmand, d'une fraîcheur et d'une douceur incomparables. Tellement populaires dans la cuisine asiatique, elles sont vendues en sachets entiers par les marchands ambulants d'Asie du Sud-Est, comme le pop-corn aux États-Unis. Des micro-pousses d'amarante à la magnifique couleur magenta qui transforment n'importe quelle assiette en un festin. Coriandre, basilic, moutarde, betterave, choux frisés, roquettes. Vous pouvez varier les variétés à l'infini, chacune avec sa saveur et ses qualités nutritionnelles uniques. Le tout avec une installation simple. Autre chose qui pourrait vous surprendre, une étude menée par l'USDA en 2016 a testé les micro-pousses de choux rouges sur des souris soumises à un régime riche en graisse. Les souris ayant consommé des micro-pousses présentaient des taux de cholestérol et de graisse hépatique nettement inférieurs, ainsi qu'une diminution des marqueurs inflammatoires, comparativement aux souris ayant consommé du chou rouge adulte. Les chercheurs ont constaté que les micro-pousses contenaient davantage de polyphénol et de glucosinolates, composés responsables de ces bienfaits pour la santé, que le légume adulte. Même plante, même génétique, récoltée seulement 10 jours après la plantation au lieu de 3 mois. Le moment de la récolte a été le facteur déterminant. Le renouveau est déjà en marche et ne se limite pas aux jardiniers amateurs. À Brooklyn, une entreprise nommée Smallhold a cultivé des micro-pousses et des champignons dans des conteneurs maritimes sous le pont de Williamsburg. À Portland et à Détroit, des fermes urbaines transforment des bâtiments abandonnés en installations de production de micro-pousses. Au Japon, des entreprises comme Spread exploitent des fermes verticales entièrement automatisées, produisant des dizaines de milliers de plateaux par jour. À Singapour, où la rareté des terres rend l'agriculture traditionnelle quasi impossible, des fermes de micro-pousses sur les toits et en intérieur approvisionnent directement les restaurants et les hôpitaux. La pandémie a tout accéléré. Lorsque les chaînes d'approvisionnement se sont rompues en 2020 et que les rayons des supermarchés se sont vidés, des milliers de personnes ont cherché des moyens de cultiver des aliments chez elles, sans avoir besoin d'un jardin ni d'attendre la saison de croissance. Les micro-pousses étaient la solution, déjà disponible. L'intérêt pour la culture de micro-pousses à domicile a explosé. Les entreprises semencières ont été en rupture de stock de micro-pousses pendant des mois. Toute une génération, n'ayant jamais cultivé de plantes auparavant, a découvert qu'elle pouvait produire des aliments frais et nutritifs dans son appartement en moins de 2 semaines. Des communautés en ligne se sont formées presque instantanément. Les forums Reddit et les groupes Facebook, dédiés à la culture de micro-pousses à domicile, sont passés de quelques centaines à des dizaines de milliers de membres en quelques semaines.
Les gens publiaient des photos de leur première récolte, comme des parents fiers montrent des photos de leur bébé. Les transformations avant et après étaient stupéfiantes. Le premier jour, un plateau de graines sèches sur un essuie-tout humide. Le 10e jour, un tapis vert luxuriant digne d'une cuisine professionnelle. Les voisins ont commencé à échanger leurs variétés. Des employés de bureau installaient des plateaux sous leurs lampes de bureau. Dans les villes, où les terres agricoles les plus proches étaient à des heures de route, des habitants d'appartements se sont mis à produire des aliments plus frais que ceux de n'importe quel restaurant accessible en voiture. Une enseignante retraitée de Minneapolis a documenté la culture simultanée de 14 variétés différentes sur une simple étagère métallique dans sa buanderie. À Tokyo, un étudiant a cultivé suffisamment de pousses de pois dans sa chambre universitaire pour nourrir tout son étage. À Melbourne, une famille a créé une coopérative de micro-pousses, où 6 foyers partageaient leurs graines et organisaient des récoltes à tour de rôle, afin que chacun ait toujours des pousses fraîches à disposition. Mais le plus remarquable dans cette histoire, c'est peut-être ce qui s'est passé lorsque ces jardiniers amateurs ont commencé à nourrir leur famille avec ces micro-pousses. Des parents ont constaté que leurs enfants, qui refusaient de manger des légumes, dévoraient avec plaisir les jeunes pousses de pois directement sorties du plateau. Observer une graine germer et grandir dans sa cuisine pendant une semaine a quelque chose de fascinant qui transforme le rapport d'un enfant à la nourriture. Ce n'est plus un produit acheté en magasin dans un sachet plastique. C'est quelque chose de vivant, quelque chose qu'ils ont contribué à créer, quelque chose qu'ils peuvent manger de leurs propres mains 5 secondes après l'avoir coupé. Cette expérience est irremplaçable. Maintenant, parlons du sujet tabou dont personne ne parle. Si les micro-pousses sont si rarement mentionnées dans les sources nutritionnelles traditionnelles, c'est notamment parce qu'elles nuisent à l'industrie des compléments alimentaires. Réfléchissez-y. Une portion de 30 grammes de micro-pousses mélangées peut fournir plus de vitamine C qu'une orange, plus de vitamine K qu'une tasse de chou frisé, plus de vitamine E qu'une poignée d'amandes et plus de bêta-carotène qu'une carotte. Le tout dans une petite poignée de feuilles que vous avez cultivées vous-même pour quelques centimes. Le marché mondial des compléments alimentaires représente plus de 170 milliards de dollars. Ces entreprises vous vendent des vitamines en gélules, extraites, isolées, et dont le prix est multiplié par 10 par rapport à leur forme naturelle. Un plateau de jeunes pousses de brocoli sur votre plan de travail est un concurrent direct de toutes les bouteilles de vitamine C, de tous les mélanges d'antioxydants et de toutes les poudres de super-aliments verts disponibles sur le marché. Cultiver vos propres compléments alimentaires dans une barquette à emporter ne profite à aucune multinationale. Et voici le point crucial. Les recherches suggèrent de plus en plus que les vitamines consommées dans des aliments complets, entourés des co-nutriments et nutriments qui ont évolué avec elles, sont mieux absorbées que les compléments alimentaires isolés. Votre corps reconnaît les aliments. Il ne reconnaît pas toujours les pilules. Une poignée de micro-pousses est non seulement moins chère qu'une bouteille de vitamines, mais elle est aussi potentiellement plus efficace. Voici ce qu'on a toujours voulu vous cacher. L'autonomie nutritionnelle ne nécessite ni terre, ni argent, ni expertise, ni autorisation, ni même une saison de culture. L'aliment le plus riche en nutriments jamais mesuré par le gouvernement américain pousse dans n'importe quel récipient, sous n'importe quelle lumière, sous n'importe quel climat, dans n'importe quel appartement, en toute saison, en 7 à 14 jours à partir de graines qui coûtent moins cher qu'un café. Les chefs de San Francisco. Ceux qui ont fait cette découverte dans les années 1980 savaient qu'elle était exceptionnelle. Ils ignoraient simplement pourquoi. Les chercheurs de l'université Johns Hopkins, qui ont mesuré la teneur en sulforaphane dans les années 1990, savaient qu'elle pouvait combattre le cancer. Ils n'ont pas réussi à convaincre l'industrie agroalimentaire. Les scientifiques de l'USDA qui ont publié ces chiffres en 2012 ont apporté au monde la preuve que ces minuscules plantes sont de véritables concentrés de nutriments. Le monde est resté indifférent.
Les scientifiques de la NASA qui les cultivent actuellement à bord de la Station spatiale internationale savent qu'elles sont essentielles à la survie humaine au-delà de la Terre. Les micro-pousses ne sont pas une mode passagère. Ce ne sont pas de simples décorations. Ce ne sont pas des tendances éphémères. Il s'agit d'une technologie biologique qui n'attend que vous, sur le plan de travail de votre cuisine, depuis toujours. Une graine n'est pas qu'une simple graine. C'est une véritable mine d'informations nutritionnelles. Des millions d'années d'évolution condensées dans un élément plus petit qu'un grain de riz, qui n'attend que l'humidité et la lumière pour s'exprimer. Chaque variété que vous plantez est un volume différent de cette bibliothèque. Le brocoli écrit le chapitre sur la prévention du cancer. Le radis, celui sur les enzymes digestives. Le tournesol est la référence en matière de protéines complètes. Les pousses de pois, quant à elles, sont riches en vitamine C. Vous ne faites pas de l'agriculture. Vous entretenez une véritable pharmacie vivante qui se renouvelle tous les 10 jours. Et contrairement à toutes les pharmacies que vous avez pu fréquenter, celle-ci coûte moins cher qu'un café à approvisionner. La graine sait déjà ce qu'elle a à faire. Elle le sait depuis des millions d'années. Elle a simplement besoin d'eau, d'une surface et d'un peu de lumière. 5 minutes pour la mise en place, 10 jours pour la récolte, 40 fois plus de nutriments, sans terre, sans soleil, sans autorisation. La seule question qui reste est: allez-vous vous lancer? Si cela vous a intéressé, regardez la vidéo suivante, car elle approfondit encore le sujet. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!